Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. On continue de papoter du cancer sans chimio avec Julie et Solène. Donc précédemment, on a abordé le pendant, les soins, les traitements et comment continuer sa vie normale tout en conciliant vie professionnelle, vie étudiante. Et là, on va davantage parler de l'après-cancer parce que effectivement, même si Julie et Solène sont restées actives tout au long de leur traitement, il y a quand même un après-cancer. Comment vous l'avez ressenti, les filles ? Est-ce que par la suite, il y a eu cette fameuse retombée en fait ? Comment s'est manifesté l'après-cancer pour vous ? Il y a eu effectivement, en tout cas pour ma part, les premiers mois après la fin de la radiothérapie où j'ai eu un peu l'impression de me reprendre le choc de l'annonce en pleine figure, dans le sens où j'avais pas trop eu le temps d'y réfléchir jusqu'ici, parce que quand on t'annonce un cancer, t'enchaînes les rendez-vous, t'enchaînes les examens, t'enchaînes plein de choses, donc t'as pas le temps de te poser. Et pour moi, je sais que ça a été une phase un petit peu compliquée où il a fallu digérer en fait les mois qui venaient de se passer, sachant aussi qu'en fait je me suis jamais sentie non plus trop malade, donc c'était compliqué pour moi d'accepter d'avoir des traitements, de devoir prendre du tamoxifène tous les jours alors que je me sentais pas malade. Donc je me disais, je suis en train de m'imposer un truc avec des effets secondaires, alors que mon cerveau n'arrivait pas en fait à assimiler toute l'information. Donc aujourd'hui, ça va mieux, et le fait d'avoir parlé avec d'autres patientes, ça m'a énormément aidée. Mais c'est vrai que les premiers mois de l'après-cancer ont été un peu compliqués. Et puis, il y a toute cette peur de la récidive aussi qui est quand même très difficile à gérer. Je me suis vue déjà faire des crises de panique parce que j'avais cru sentir une boule dans mon sein alors qu'il n'y avait rien. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, je suis attentive au moindre petit ganglion un peu gonflé, le moindre petit truc dans mon sein. Tout de suite, je vais paniquer, et puis je vais palper, repalper au point où ma peau va être irritée parce que je vais frotter hyper fort tellement je cherche quelque chose. Donc, je suis tombée un peu dans l'extrême inverse en fait par rapport à avant. Ouais, moi ça va recouper ce que tu dis pour partir depuis le début. C'est pareil de pas m'être arrêtée. J'ai jamais fait de pause, j'ai jamais pris le temps d'y réfléchir. Sur le moment, c'est ce que j'avais besoin parce que je voulais pas ruminer toute la journée. Mais en s'arrêtant, tu te dis, voilà, quand les traitements sont finis, quand t'as le temps de te poser, tu dis, ok, je viens quand même de traverser toute cette épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire où j'en suis dans ma vie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le futur ? Et c'est à ce moment-là où, moi, pareil, je me suis mise à réfléchir à énormément de choses et d'essayer d'intégrer l'information que j'avais eu un cancer quand même, et que c'était pas un rhume. C'était grave. Enfin, voilà, j'ai percuté qu'après. Et comme toi, maintenant, dans l'après-cancer, ce qui fait peur, c'est de se dire, et si ça revient, quoi. Et qu'est-ce que je fais ? Parce que si ça revient, ça voudra peut-être dire des traitements avec chimio, ça voudra peut-être dire qu'on m'enlève mes seins, ça. Et en fait, c'est pas, enfin, entre guillemets, c'est pas bon de partir là-dedans, mais je pense que c'est des réflexions qu'on a aussi toutes beaucoup, parce que on sait que c'est un risque qui existe. C'est ça. Ah non, mais c'est complètement ça. Moi, je me retrouve complètement dans ce que vous dites aussi, parce que la peur de la récidive, elle est commune à toutes les personnes, je pense, qui ont été confrontées à la maladie. Dans l'après-cancer, en fait, on est un peu lâché. C'est ça, vraiment. Et là, on se dit, ok, et après, c'est vraiment ça. Et après, et puis on passe d'un rythme où on va à l'hôpital toutes les semaines, tous les jours, où on a l'impression de passer notre vie à l'hôpital, et puis d'un seul coup, on te dit on vous revoit dans 6 mois. Et moi, je me suis dit, mais il peut se passer beaucoup trop de choses en 6 mois. Donc, au début, on a vraiment l'impression d'être lâché, et puis débrouillez-vous, madame, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'on perd on perd la partie accompagnement des soignants, quoi. Et puis même pour l'entourage, en fait, parce qu'ils se disent, c'est bon, elle en est sortie, c'est terminé. Alors qu'en fait, non, puisqu'il reste le tamoxifène, il reste tout ce choc à gérer, il reste... je trouve que ça touche aussi à la personnalité, parce que forcément,
Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai énormément de mal à me projeter, alors qu'avant, je savais dans les grandes lignes ce que je voulais faire. Donc, Tu dis la personnalité aussi, mais moi, pendant un temps, j'ai eu du mal à me définir sans le cancer. C'est que j'avais l'impression que quand je me faisais des nouveaux amis ou quoi, s'ils savaient pas que j'avais un cancer, ils savaient pas qui j'étais. C'est super bizarre, mais pendant un temps, ça a été compliqué, je pense, l'année qui a suivi, toute cette partie-là. Et après, il y a la difficulté de se projeter, effectivement. À un moment donné, avec du coup mon conjoint, on se projetait de partir à l'étranger et je me disais, mais en fait, comment je fais si je dois suivre le tamoxifène et comment je fais si je récidive, les suivis à l'étranger médicaux, c'est pas les mêmes. Et effectivement, est-ce que je peux acheter une maison ou pas? Parce qu'en fait, non, il faut attendre le droit à l'oubli. Toutes ces parties-là de projection qui sont... Ouais, et puis même, truc tout bête, mais on me dit tiens, est-ce que tu veux prendre des billets pour tel festival dans 6 mois? Je me dis non, parce que ça se trouve dans 6 mois il me sera arrivé un truc et puis je serai pas en état d'aller au festival. Donc je suis vraiment au jour le jour aujourd'hui, et pour des choses très simples finalement, où j'arrive même plus à me projeter. Dans tout ton quotidien. Ouais. En fait, les problématiques qu'on a, peu importe le type de cancer, j'ai envie de dire, dans l'après, elles sont similaires. C'est effectivement, on est partagé entre l'envie de vivre à fond le présent et en même temps cet avenir qui reste toujours plus ou moins incertain, auquel on s'accroche énormément, mais voilà, se projeter, c'est compliqué, quoi. Bah, complètement. Où est-ce que tu seras, genre, dans 5, 10 ans ou quoi? Et justement, tu parlais effectivement aussi de l'emprunt. C'est compliqué, tu peux plus comme avant. Et si à l'hôpital, et si ceci, et si cela, c'est de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est là et t'espères qu'elle partira, mais est-ce qu'elle partira? On ne sait pas, en fait. Ouais. Et vous avez eu le sentiment aussi d'avoir des troubles cognitifs, parce qu'on parle beaucoup du chimiofrog, en fait, à la suite de tous ces traitements et des produits toxiques qu'on peut ingérer. Et en fait, c'est de la perte de mémoire, notamment à court terme, des oublis de mots, des choses comme ça. Est-ce que vous avez eu des troubles cognitifs allant dans ce sens, en dépit du fait que vous n'ayez pas eu de chimiothérapie? Et oui, moi j'en ai eu, et je saurais pas dire exactement quand ça a commencé. Je pense que c'est lié au tamoxifène, bien qu'on n'ait pas de preuves là-dessus, mais j'ai l'impression de ne pas réfléchir aussi clairement qu'avant. Et pareil, j'ai des mots qui sautent assez régulièrement. Ouais, moi, je dirais que c'est la mémoire à très court terme aussi, où je commence à faire quelque chose et je me dis pourquoi je faisais ça, ou des choses vraiment toutes simples. On va me parler d'un truc et 3 minutes après, j'ai complètement oublié, alors que j'étais attentive au moment où on m'en a parlé. Et ça, c'est des comportements que je n'avais pas avant le cancer. Mais vous avez rencontré d'autres personnes ayant eu le même type de parcours? Vous avez, je sais pas, par la suite été dans des assos ou quoi? Vous avez pu échanger avec des femmes touchées aussi par un cancer? Moi, j'ai rencontré des jeunes qui ont eu d'autres types de cancers, pas des cancers du sein. C'est que au travers d'une association qui s'appelle Rebond, en fait, ils organisent pour les jeunes de moins de 30 ans qui ont eu des cancers, des ateliers pour l'après-cancer, justement. Et j'ai fait ça il y a 1 an et demi, donc ça faisait déjà quasiment 2 ans et demi, 3 ans que j'étais en rémission. Et à ce moment-là, du coup, j'ai rencontré d'autres jeunes avec qui ont eu toute une diversité de cancers. Et c'est à ce moment-là où j'avais du mal à me sentir légitime aussi. Et au cours de discussions, ils m'ont dit la même chose que toi. Il n'y a aucune raison de penser ça. Voire même, ils me disaient, voilà, l'hormonothérapie, moi, j'aimerais pas la vivre parce que c'est dur sur 5 ans, quoi. Donc, en fait, j'ai pas mal rencontré de gens avec des parcours très, très différents. Et c'était quand même très, très intéressant. Et c'est vrai que ça a aidé pour la suite aussi. Mais c'est vrai que du coup, pour le coup, c'est assez rigolo, parce que cette question de la légitimité, c'est nous-mêmes qui nous disons qu'on n'est pas légitime, mais dès qu'on parle avec des personnes qui ont eu le package complet, on se rend compte que ces personnes-là nous disent mais tu te le mets toi-même ton frein, en fait. D'où ça vient, je sais pas. C'est parce que probablement le cliché sur cancer certainement. Ouais. Encore, on en revient au point de départ. Les clichés. Moi, du coup, avec Jeune et Rose, effectivement, j'ai rencontré pas mal de
de filles qui soient passées par des parcours similaires aux miens ou qui soient passées par de la chimio. Donc, effectivement, c'est intéressant d'avoir des points de vue qui soient complètement différents. Et même pour des personnes qui ont eu des parcours similaires aux miens sans chimio, je me rends compte qu'on ne l'a pas vécu de la même façon du tout non plus. Je pense à une, par exemple, qui, elle, pour le coup, s'est mise en arrêt parce que les effets secondaires du tamoxifène étaient trop forts et trop de douleur pour qu'elle puisse poursuivre sa vie au quotidien normalement. Donc, ça montre bien qu'en fait, chimio ou pas, il y a quand même des conséquences qui sont très lourdes sur le quotidien et puis qui sont pas faciles à vivre pour chacune. Ouais, c'est sûr. Toi, Solène, au départ, t'as été vers des associations ? Pas pendant le parcours de soins, pas pendant le gros des traitements en fait. Toujours ce fameux problème de légitimité où j'avais l'impression de... Je sais pas si c'est une question de besoin, mais j'avais l'impression que si je participais à des activités, par exemple organisées par des assos, je prenais la place de femmes qui peut-être en avaient plus besoin que moi. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint par exemple Jeune et Rose après, quand j'étais dans cet après-cancer. Je pense que le côté aussi, le fait d'être une ambassadrice, où c'était moi qui organisais les rencontres étonnantes, me donnait la légitimité que je n'avais pas. Parce que c'est vrai que quand t'as des personnes qui racontent leurs problématiques liées à la chimio, toi, tu peux rien apporter à la conversation, tu peux pas leur donner de conseils parce que t'es pas passé par là. Mais par contre, quand t'es avec des personnes qui sont en rémission, tu te rends compte que oui, t'as les mêmes problématiques. L'après-cancer est effectivement le même pour tout le monde, chimio ou pas. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir discuter avec des personnes qui sont dans ces situations et de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et aussi, j'étais en train de me faire la réflexion que finalement, nous, dans l'après, les femmes ayant eu de l'alopécie, finalement, nous, nos cheveux, ils repoussent. Donc, on se retrouve aussi les unes et les autres dans ce même cas de figure au niveau du handicap invisible, finalement. Parce que, par exemple, quand je vais à l'institut où je suis suivie, quand je vois une femme, par exemple, avec des cheveux longs, enfin, ou du moins des cheveux, en tout cas, je me dis, elle est en début de parcours. Alors qu'en fait, pas forcément. Finalement, ouais. On n'en sait rien. De toute façon, je pense qu'on a toutes, qu'on le veuille ou non, certains préjugés et des a priori en fait sur le cancer. Et finalement, vu qu'il y a autant de cancers qu'il y a de patientes, c'est compliqué aussi de faire des cas généraux et pourtant c'est ce qu'on a tendance à faire, mais je pense qu'on le fait toutes naturellement, qu'on le veuille ou non. Alors qu'on a toutes des parcours de soins différents et avec même des mêmes parcours de soins, des réponses différentes au traitement, donc impossible de savoir ce que les autres traversent en fait. C'est ça, oui, parce que même pour un même traitement, finalement, personne ne va réagir de la même façon. Donc, est-ce que vous pensez qu'à la suite de tout ce que vous avez vécu, là, de tout ce que vous avez traversé, vous avez une nouvelle image de vous-même, une estime renforcée ou davantage de bienveillance envers votre corps? Ou ça n'a rien changé du tout? Je sais pas si c'est de l'estime renforcée, mais je me dis déjà j'ai réussi à trouver un boulot en étant en plein parcours de cancer, donc en termes de confiance en soi, d'un point de vue pro, ça booste énormément. Et puis je me dis, j'ai pu traverser des épreuves comme ça, donc je suis capable j'ai une force mentale finalement qui est quand même assez importante. Après, c'est vrai que par contre, j'ai un rapport un peu particulier envers mon corps où je fais énormément de sport parce que j'ai besoin de contrôler et de faire en sorte de rester en bonne santé comme je peux, et pour moi ça passe par le sport, mais c'est pas forcément un rapport très sain que j'ai envers mon corps, où je pense qu'inconsciemment en fait je lui en veux un peu. Après je vais travailler là-dessus, je ne sais pas comment faire, mais déjà j'en ai conscience. Déjà c'est bien d'avoir identifié la chose, et après je sais pas, mais dans l'après justement il y a beaucoup de personnes qui recommandent un suivi psychologique. C'est vrai que je n'en ai pas, mais j'avais commencé dans les mois qu'on suivit juste après, et pour toute cette partie dont on discutait tout à l'heure de se projeter, de qui je suis en dehors du cancer, et ça passe par la personnalité et peut-être un peu physiquement aussi. Et c'est vrai que moi physiquement, j'y ai pas trop réfléchi en fait. J'ai un peu
j'ai un peu laissé ça de côté. Pendant longtemps, j'ai focalisé sur mes seins font plus la même taille, il faudrait que je fasse une reconstruction, je sais pas comment, prothèse, pas prothèse, j'en sais rien et tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher. Puis aussi, avec le temps, le sport et tout, ça s'est un peu rééquilibré, etc. Mais pendant longtemps, j'étais focalisée là-dessus comme si ça allait résoudre tous les soucis de ce que mon corps avait traversé, de retourner à l'état initial, entre guillemets. Mais l'état initial, il n'existe plus parce que le corps a changé de bien des façons entre-temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je commence à l'accepter. Mais après, tu vois, moi, ça fait déjà 4 ans. Donc, il y a quelques années en plus aussi. Et ouais, voilà. Moi, je pense que, enfin voilà, tu dis que toi, Solène, tu dis que tu as développé, enfin, tu as le sentiment, en tout cas, d'avoir une force mentale. Enfin, tu en as conscience, tu vois, finalement aussi. Et c'est tout à ton honneur. Mais je pense que ça va de même pour toi. C'est pareil. C'est que effectivement, des fois, je me dis, ok, bah, j'ai vécu tout ça. C'est que c'est quand même, je suis capable d'encaisser un certain nombre de choses dans la vie et que je peux me relever de différentes épreuves. Donc, je suis pas faite en carton, quoi. Je me dis, si j'ai pu traverser ça, c'est que je peux traverser d'autres choses. Par contre, je sais aussi mettre mes limites plus facilement qu'avant. Si je sens qu'émotionnellement ça va pas, que j'ai besoin de m'arrêter, que j'ai besoin d'annuler un week-end, que voilà, je vais le faire plus facilement qu'avant. Je vais dire non plus facilement qu'avant aussi. Il y a un peu les deux côtés quand même. Ouais, moi je pense que je me pose moins de questions aussi. Ou si un truc me fait rêver, je vais pas me mettre 36 barrières et je vais foncer et je vais y aller, quoi. Je pense que j'ose plus que ce que j'osais avant. Je pense que j'ai perdu un peu de timidité dans l'histoire aussi. Je filtre encore moins qu'avant. Au final, le regard des autres, qui plus est, je pense que on en souffre plus ou moins à un moment donné, ou du moins on en pâtit. Parce que même si vous, c'était peut-être l'absence, quelque part, du regard, parce que justement, vu qu'il s'agissait d'un handicap invisible, mais finalement, après, ça nous fait aussi nous construire une force intérieure. Et après, on s'en fout, en fait, du regard des gens. Et puis, on apprend à vivre pour soi, à se faire passer en priorité. Et effectivement, enfin, moi, je me reconnais aussi quand tu dis que t'es beaucoup moins timide. Moi, je le suis toujours. Mais je le déclic beaucoup plus facilement, en fait. Ça va mieux, bien vite. Et puis, je pense qu'après aussi, ça nous fait vachement relativiser et travailler aussi inconsciemment sur soi-même. Et oui, effectivement, là, on peut le dire, qu'on a de la chance d'être là, à l'heure actuelle, qu'on a de la chance de pouvoir échanger ensemble. Et malgré tout, même si le futur, il est toujours parfois un peu flou, on peut quand même se dessiner un avenir et se projeter doucement, mais sûrement. Complètement. C'est prendre le temps d'arriver à se projeter, mais ça vient avec le temps. Un jour après l'autre, et puis progressivement, on arrive à planifier des vacances dans 3 mois et on se dit waouh, c'est un truc que j'aurais pas été capable de faire ne serait-ce qu'il y a 6 mois. Donc c'est des petits steps comme ça qui font voir qu'on avance et qui font plaisir aussi. Et je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup Julie et Solène pour votre partage d'expérience. Il est important de déstigmatiser l'image du cancer. On ne peut pas quantifier le ressenti d'une personne touchée par la maladie, et ce, quel que soit son parcours de soins, puisque chaque émotion est légitime. Donc soyons à l'écoute, faisons preuve de bienveillance et rappelons également l'importance du dépistage et de l'autopalpation. Pour un certain type de tumeur du sein, si le cancer est diagnostiqué suffisamment tôt, à un stade précoce, cela permet parfois de ne pas avoir recours aux traitements lourds, tels que la chimiothérapie. Alors, on n'hésite pas à s'observer et à se tâter, et si on a le moindre doute, on file consulter un professionnel de santé. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre soutien. On espère que notre podcast vous fait du bien, qu'il vous apporte un peu de réconfort et de réponses à vos questions. Et tiens d'ailleurs, vous pouvez nous en dire plus sur nos réseaux sociaux, à Jeune et Rose. On a hâte de vous lire. On va vraiment revenir très très vite avec une nouvelle thématique. Restez connectés et prenez bien soin de vous. À bientôt.